Les réformes militaires de Gustave Adolphe ont profondément modifié la guerre européenne. Les succès du célèbre roi suédois ont été si durables qu'il est souvent considéré comme le père de la guerre moderne. À ce propos, l'historien Geoffrey Parker a écrit ceci. Si Gustave Adolphe avait été ressuscité d'entre les morts et placé comme par magie sur le front occidental en 1914, il aurait compris sans grande difficulté les concepts fondamentaux de la conduite de la guerre. Mais Gustave n'est pas devenu un génie de la stratégie sans autre forme de procès. Lorsque Gustave Adolphe est monté sur le trône suédois en 1611, il a hérité de 3 guerres. Une contre le royaume de Danemark et de Norvège, une contre le tsar de Russie et une contre la République des 2 nations. Jusqu'en 1621, il a réussi à mettre fin aux guerres contre le royaume de Danemark et de Norvège et contre la Russie. Il a acquis de l'expérience militaire dans ces conflits. L'expérience dont il avait grand besoin, car il devait maintenant affronter le plus fort de ses adversaires jusque-là. La République des 2 nations. La République des 2 nations était une république fédérale aristocratique consistant de la Pologne et de la Lituanie. Les Polonais ont infligé de nombreuses défaites aux Suédois, par exemple à Keholm en 1605 et à Klushino en 1610. Selon l'historien Robert Frost, cela est dû en grande partie à la force de frappe des hussards polono-lituaniens. Contrairement aux cavaliers occidentaux, ceux-ci comptaient toujours sur les attaques à la lance. Gustave a payé un lourd tribut en les combattant. Pour les vaincre, il a dû réformer son armée. Selon l'historien Michael Fredholm von Essen, la réforme de la cavalerie de Gustave a été fortement influencée par l'expérience de la lutte contre les hussards ailés et inspirée par leur manière de combattre. Il a de nouveau mis l'accent sur les attaques d'assaut. Robert Frost note que c'était étrange pour les observateurs occidentaux car la cavalerie de l'Ouest au VIe et XVIIe siècle s'appuyait principalement sur des pistolets à roulettes. Pour des raisons sociales, économiques et tactiques, la cavalerie lourde avait été supplantée par les cuirassiers qui étaient plus légers et plus maniables. Ceux-ci utilisaient généralement ce qu'on appelle la caracolla, c'est-à-dire qu'ils chevauchaient en vague vers l'ennemi, tiraient avec leurs pistolets, faisaient demi-tour et revenaient sur leurs pas. Gustave n'était pas fan de cette tactique. Il a plutôt misé sur la combinaison de tirs de salve et d'attaques rapides de cavalerie. On en trouve un exemple dans la bataille de Breitenfeld en 1631. Où l'armée suédoise a affronté les célèbres cavaliers de Pappenheim, qui comptaient parmi les unités de cavalerie les plus redoutées de l'époque. Gustave a ordonné à ses hommes de supporter stoïquement la caracolla des cavaliers de Pappenheim avant de faire tirer une salve par tous ses cavaliers et mousquetaires à la fois. Ensuite, les cavaliers ont profité de la confusion qui s'est installée pour charger leurs adversaires. Ils tiraient d'autres pistolets à courte distance, donnaient quelques coups rapides avec leurs sabres, puis se retiraient. Cela donnait aux mousquetaires le temps de recharger leurs armes, de sorte qu'ils pouvaient tirer une autre salve dès que les cavaliers étaient hors du champ de tir. Cet exemple illustre très bien ce que des historiens comme Roberts, Parker et von Essen considèrent comme la partie vraiment innovante des réformes militaires de Gustave, à savoir qu'il utilisait habilement l'effet de choc des salves et des charges de cavalerie. L'infanterie de Gustave s'appuyait également sur l'effet de choc. Mais ici, le roi suédois ne s'est pas inspiré des armées de la République des 2 nations, mais des 2 systèmes militaires qui dominaient les champs de bataille en Europe dans la première moitié du XVIIe siècle. L'armée espagnole avec son tercio et l'armée néerlandaise avec ses petits bataillons flexibles.
Les réformes de Gustave doivent absolument être considérées dans le contexte de ces deux écoles tactiques dominantes. Tout comme les bataillons néerlandais, l'unité tactique de base de l'infanterie suédoise était assez petite. Elle était également appelée bataillon et se composait de 408 hommes, dont 216 piquiers et 1092 mousquetaires. Un bataillon était divisé en 3 blocs rectangulaires d'une profondeur de 6 rangs. Les piquiers formaient le centre et avaient une largeur de front de 36 hommes. Les mousquetaires se tenaient en 2 blocs de chaque côté des piquiers et avaient chacun un front de 16 hommes. Ils étaient équipés de mousquets modernes, plus légers que ceux des mousquetaires des autres armées. C'était un avantage considérable car, selon l'historien Alan Williams, un mousquet moyen au XVIe siècle pesait jusqu'à 15 kg et dans certains cas jusqu'à 25 kg. Gustave a très tôt équipé ses hommes de mousquets de type hollandais qui pesaient environ 6,5 kg et il a même optimisé davantage quelques années plus tard en introduisant des mousquets ne pesant que 4 à 5 kg. Alors que les modèles les plus lourds pouvaient difficilement être tirés sans fourquine de soutien, la question de savoir si ces mousquets plus légers étaient utilisés avec ou sans support est controversée. Michael Fredholm von Essen écrit que les mousquetaires suédois sont souvent représentés sans fourquine de soutien, mais il pense que le support permettait d'absorber plus facilement le recul. Alors que la question de savoir si l'utilisation de fourquines de mousquet était courante est encore en discussion, on s'accorde à dire que Gustave a remplacé une partie des fourquines de soutien ordinaires par ce qu'on appelle des plumes suédoises. Ce sont des barres plantées dans le sol comme pique contre la cavalerie, mais elles pouvaient en même temps servir comme support pour les mousquets. La première de ces deux fonctions est surtout attestée lors des campagnes contre la République des deux Nations. Les plumes suédoises y étaient souvent intégrées dans les fortifications de campagne pour les rendre encore plus efficaces contre les attaques de cavalerie. Le creusement de fortifications de campagne a joué un rôle central dans la guerre suédoise, en particulier dans la lutte contre les hussards polono-lituaniens. Selon Robert Frost, cela leur a même valu le surnom de taupe. La tactique standard des mousquetaires suédois était la contre-marche. Les Néerlandais l'avaient déjà introduite il y a quelque temps, mais chez eux, il s'agissait d'une manœuvre défensive. Lors de la contre-marche, le premier rang tirait en même temps. Puis revenait derrière la formation, laissant la ligne de feu libre pour le deuxième rang, et ainsi de suite. Ainsi, la formation pouvait tirer sans interruption. Gustave a repris ce concept, mais il a fait marcher ses hommes en avant et a réduit la profondeur de la formation de 10 à 6 rangs. Cela permettait un tir continu, ce qui permettait aux mousquetaires d'avancer sans affaiblir et rendait l'attaque difficile pour l'adversaire. Comme la formation ne comptait plus que 6 hommes de profondeur, les soldats devaient recharger beaucoup plus rapidement pour que la manœuvre fonctionne. Cela a été possible grâce à une longue formation, à un entraînement régulier, même en temps de paix, et à des calibres et des charges standardisées. Michael Roberts résume que Gustave a transformé une tactique essentiellement défensive en une tactique essentiellement offensive. De plus, Gustave utilisait aussi ses piquiers de manière offensive, alors que le réformateur néerlandais Maurice d'Orange ne les utilisait que pour protéger les tireurs. Pour mettre l'adversaire en désordre avant de faire attaquer son infanterie, Gustave utilisait le tir en salve. Le tir en salve est un autre des points sur lesquels les historiens ne peuvent tout simplement pas s'accorder. David Parrott, par exemple, remet en question l'efficacité des salves en général et pense que leur utilisation est inutile, car la formation aurait été sans défense si tous les mousquetaires avaient tiré leurs armes en même temps. Qu'il ait raison ou non, il existe un certain nombre de sources primaires qui prouvent l'utilisation du feu de salve.
par exemple dans les batailles de Mewe, Dirschau et Breitenfeld. La source concernant la bataille de Breitenfeld provient d'un certain lieutenant-colonel Moucham, qui raconte que son unité a repoussé une attaque avec 2 salves de 3 rangs chacune. Ils ont tiré lorsque l'ennemi est arrivé à portée de pistolet, puis ont chargé avec des pics et les crosses de leurs mousquets. Parrott a raison de dire que cette approche était très risquée, car l'unité devait compter exclusivement sur la protection de ses piquiers pendant un certain temps après la salve. Parce que ces sources prouvent clairement que les salves étaient utilisées, de nombreux historiens ne sont pas d'accord avec Parrott. La plupart d'entre eux considèrent la salve comme un moyen efficace de ralentir une attaque d'assaut, par exemple. En effet, utilisée correctement, une salve pouvait causer de graves dommages et couper l'élan de l'attaquant, ce qui augmentait les chances de ses propres piquiers de l'arrêter complètement. L'infanterie suédoise était généralement organisée en brigades de 4 bataillons dans une formation en losange. Une brigade était composée d'environ 1500 hommes. La brigade suédoise est considérée comme une combinaison des meilleurs éléments des formations néerlandaises et espagnoles. Les bataillons individuels, relativement petits, donnaient à la formation la manœuvrabilité et la flexibilité des unités néerlandaises, tandis que la profondeur de la formation lui conférait une stabilité que seuls les tertiaux avaient habituellement. De plus, la brigade suédoise était remarquablement structurée. Un nombre élevé d'officiers et de sous-officiers garantissait que chaque bataillon et même les unités partielles plus petites pouvaient réagir individuellement aux mouvements ennemis. Cette flexibilité a été démontrée de manière impressionnante par les Suédois lors de la bataille de Breitenfeld en 1631. Ils se sont battus avec leurs alliés protestants de Saxe contre les forces de la Ligue catholique. La bataille de Breitenfeld est souvent citée comme le moment où les nouvelles formations linéaires en damier ont définitivement supplanté l'ancienne formation presque carrée des tertiaux. Mais ce n'est que partiellement vrai, car les tertiaux se sont aussi réformés et ont continué à être une force sérieuse, comme ils l'ont prouvé par exemple lors de la bataille de Nördlingen en 1634. Quoi qu'il en soit, à Breitenfeld, les Suédois disposaient leurs troupes en plusieurs lignes suffisamment espacées pour optimiser leur puissance de feu et garder des réserves considérables. Les tertiaux de la Ligue catholique, en revanche, se sont alignés en une seule ligne. Ils étaient moins nombreux et devaient donc allonger leur front, ne laissant aucune réserve. Dans la bataille d'artillerie qui a ouvert la bataille, les Suédois avaient un avantage avec leur large formation à plat. Ils s'en sont relativement bien sortis, tandis que leurs canons ont infligé de lourdes pertes aux tertiaux échelonnés en profondeur. Peu après, les catholiques ont avancé sur les 2 flancs, tandis qu'une bataille sanglante se déroulait à gauche. À droite, les cavaliers du maréchal Tilly ont mis en déroute les troupes saxonnes inexpérimentées. Les Suédois ont réagi à la vitesse de l'éclair. Toute leur deuxième ligne, sous le commandement de Gustav Horn, s'est réformée et a formé un nouveau front sur leur flanc menacé, parallèle à la route Düben-Leipzig. Une telle manœuvre était extraordinairement risquée et très difficile à mettre en œuvre. Mais grâce à leur flexibilité et aux troupes de réserve prêtes à intervenir, les Suédois y sont parvenus. C'est là que David Parrott voit la véritable innovation de Gustave Adolphe. Il a su utiliser correctement ses troupes de réserve et s'est assuré qu'elles restaient disciplinées même face à la défaite. Si l'armée suédoise avait le niveau exceptionnel de discipline et de coordination nécessaire pour des manœuvres aussi complexes, c'était au moins en partie grâce au recrutement et à la composition des troupes suédoises. Car c'est là aussi que Gustave a commencé ses réformes. Il a développé le système de conscription existant en Suède. Chaque homme suédois
avec bien sûr de nombreuses exceptions pour les nobles, le clergé et les autres personnes indispensables, étaient obligés de servir. Les communes étaient responsables de l'équipement et de l'entretien d'un homme sur 10 tiré au sort. Ces hommes de Suède et de Finlande, qui faisaient alors partie de la Suède, constituaient le noyau dur de l'armée de Gustave, tandis que la majorité des troupes étaient toujours des mercenaires. Grâce à cette restructuration dans le recrutement, Gustave a aussi plus de contrôle sur l'équipement et l'armement de ses troupes. C'était un énorme avantage car il pouvait ainsi déterminer la proportion de piquiers et de tireurs en fonction de considérations tactiques et ne devait pas simplement faire avec ce qu'il y avait. Un problème que connaissaient de nombreuses armées de la guerre de 30 ans. L'utilisation de conscrits réduisait également le deuxième problème qui tourmentait constamment les armées de mercenaires de l'époque. L'argent. Financer une armée était un énorme défi. Grâce à la conscription, Gustave avait besoin de moins de liquidités car il pouvait payer ses troupes locales d'une autre manière, par exemple avec des possessions terriens. De cette manière, les hommes étaient également sûrs d'être payés, ce qui avait un impact décisif sur leur esprit combatif. En plus de la cavalerie et de l'infanterie, Gustave a bien sûr aussi réformé l'artillerie. Avant lui, l'utilisation de canons dans les batailles en campagne était considérée comme exceptionnelle. Maurice d'Orange, par exemple, n'a utilisé que 8 canons lors de la bataille de Nieuport en 1600. À cette époque, l'artillerie était surtout importante lors des sièges, lorsque les deux camps restaient au même endroit pendant une longue période. Mais les canons lourds, construits pour la guerre de siège, étaient généralement trop lourds pour être utilisés efficacement dans les batailles en campagne. Comme elles ne pouvaient être déplacées qu'avec beaucoup d'efforts, le risque était que l'ennemi en prenne le contrôle et les utilise contre soi. Gustave a trouvé une solution à ce problème. Il a introduit des canons plus légers qui pouvaient être déplacés par un cheval aux 3 ou 4 hommes. Les premiers canons de ce type étaient constitués d'un tube de cuivre renforcé par du fer. Ce canon a ensuite été enveloppé de cordes et de cuir, d'où le nom de canon en cuir. Ces canons ont été rapidement abandonnés car il s'est avéré qu'ils n'étaient pas très solides et donc dangereux pour les soldats. Mais peu de temps après, les progrès techniques ont permis de fabriquer des canons légers et courant fente qui étaient beaucoup plus solides. En 1624, les ingénieurs de Gustave ont développé un canon qui ne pesait que 285 kg environ. Ces canons étaient connus sous le nom de canons de régiment parce que, contrairement à l'artillerie lourde, ils étaient affectés au régiment. Les canons régimentaires de Gustave ont été les premiers canons de campagne régimentaires de l'histoire. Gustave Adolphe a perfectionné l'art des armes combinées. Dans l'armée réformée suédoise, l'infanterie, la cavalerie et l'artillerie travaillaient main dans la main et étaient optimisées pour avoir le plus grand effet de choc possible. Cette collaboration entre les différentes armes, telle que Gustave l'a introduite, a été une étape décisive dans l'évolution de la guerre. Si décisive que dès la seconde moitié du XVIIe siècle, toutes les grandes puissances européennes avaient adopté le système suédois. Les réformes de Gustave ont permis à la Suède de devenir une grande puissance. Elles ont influencé de nombreux théoriciens et leaders militaires, de Frédéric le Grand à Napoléon. Et pour en revenir à Geoffrey Parker à la fin, il se pourrait effectivement que Gustave ait compris les concepts de base de la conduite de la guerre sur le front occidental en 1914. Mais il aurait certainement été étonné non seulement par la cadence de tir,
et l'équipement et les possibilités logistiques, mais aussi par les habitudes de mode assez étranges des soldats du XXe siècle.